Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné en extra ball, notre format court, notre programmation bis à nous, qui nous permet d'évoquer une sortie en parallèle à notre rendez-vous grand format. Aujourd'hui on va causer de la dernière production estampillée Pixar, ça s'appelle Coco, on va l'évoquer avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et je précise comme toujours que nous sommes à l'antenne Paris en public et c'est nos ciné extra ball spécial Coco, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Coco, c'est donc l'histoire du jeune Miguel Rivera, un jeune Mexicain dont le rêve le plus cher serait de vivre de la musique comme son idole, le défunt chanteur Ernesto de la Cruz. Seulement voilà, la musique est bannie dans sa famille à cause de son arrière-arrière-grand-père qui a choisi de vivre de la musique et d'abandonner sa famille. Mais Ernesto va découvrir suite à une série d'événements que la vérité est ailleurs, comme on dit précisément dans le monde des morts où il se retrouve propulsé. Est-ce que j'ai bien résumé l'histoire, Stéphane? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que ça vaut ce Coco? Bah écoute, ça fait partie de la frange des bons Pixar. Ouais. Parce que, comment dire... Il y a le bon Pixar il est bon quoi. Puis il y a le mauvais Pixar. Le Pixar qui est pas très bon. Il est pas bon. Non, quand je dis la frange des bons Pixar, c'est-à-dire que c'est un peu... Généralement, c'est quand même des films de qualité. Hein. On n'est pas chez comment dire, DreamWorks ou Fox ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas l'âge de glace 12 quoi. Mais le truc, c'est que... Ok. Et donc, le truc, c'est que... Mais le truc, c'est qu'on sait que depuis quelques années, il y a cette espèce d'obligation de rempiler sur les licences. Alors, évidemment, on attend tous Les Indestructibles 2, sans problème. On a découvert d'ailleurs récemment la bande-annonce, qui nous a un petit peu hypé quand même. Mais bien sûr, de toute façon un film de Brad Bird, c'est un cadeau, donc il faut aller les voir. Il faut se jeter dessus. Quoi que ce soit. Mais bon, pour comment dire, la qualité éventuelle d'Indestructible 2, qu'on attend beaucoup, il y a aussi du Cars 2, 3, enfin 12. Voilà, c'est ce genre de truc, en fait, un petit peu du Planes, enfin même si c'est pas tout à fait Pixar, mais ça déroule de là. Et du coup, en fait, voilà, c'est une fois sur deux à peu près qu'on a comment dire une nouvelle pas franchise mais une nouvelle création originale, une nouvelle création originale. Donc là-dessus ça fait plaisir de voir que ça fonctionne vraiment bien, que c'est un film assez somptueux visuellement. Moi, dans ton résumé, ce qui est intéressant, c'est les détails, en fait, vraiment le truc qui pour moi vendent clairement le film. Il y a deux choses en fait que j'aime beaucoup dans le film, c'est probablement parce que je m'y retrouve un petit peu de manière presque personnelle en fait, c'est ton résumé de la famille en fait où la musique est bannie, c'est un truc assez intéressant parce que c'est rare je trouve dans un film d'animation pour enfants qui finalement est assez familial, qui s'adresse à tout le monde. C'est peut-être pour ça qu'ils y arrivent aussi chez Pixar et qu'ils se le permettent. C'est rare de voir le véritable fonctionnement d'une famille tribale. Oui. Avec comment dire la notion qu'un personnage à l'intérieur ne puisse pas exister en tant qu'individu, mais en tant que membre de cette tribu, et comment dire qu'il ait son rôle à jouer, on va dire entre guillemets dans la tribu. Et du coup, je trouve que la famille en soi, ils arrivent quand même à la rendre attachante malgré tout, vraiment. Aurait pu facilement être détestable en fait. Et ça, c'est un premier truc qui réussissent très très bien. Et je pense que quand tu abordes ça, je pense que si j'avais vu ce film quand j'étais gamin, j'aurais abordé l'idée tout simplement que, comme tous les enfants, oui, si tu veux si tu veux faire ce que tu veux, sois unique, etc., voilà. etc. Ce qui est un peu aussi la manière dont on peut voir Happy Feet, par exemple. En fait, c'est un peu la logique. Mais quand tu le vois comme un adulte de 40 ans qui joue avec, parce que moi j'ai grandi dans une famille similaire en fait, qui joue avec ces notions-là et qui. C'est la musique qui était bannie dans ta famille, Stéphane? Non, pas la musique, mais pour d'autres. Non, c'est pas une question de ça. C'est vraiment une question d'être voilà, d'avoir un fonctionnement les uns sur les autres quoi. Ouais. Ce qui est vraiment voilà, et c'est intéressant en fait de te dire que c'est un film qui s'adresse effectivement aussi aux adultes qui peuvent traverser ce genre de choses. Assez comment dire basiquement, c'est aussi un film sur le deuil, et de toute évidence, puisque c'est le sujet du film, quoi. L'idée de garder en mémoire les membres des personnes qu'on a aimées et d'arriver à traverser ces choses-là. Et là-dessus, il le joue aussi. Donc, je vais pas spoiler le film, mais c'est assez touchant de voir le parcours du personnage principal, en fait, et l'acceptation de sa famille, et en même temps la façon dont la famille va l'accepter. Et notamment à travers les pertes familiales à venir, ce genre de choses, quoi. Et enfin, le troisième truc, en fait, qui je trouve assez, assez bien foutu, ça concerne un personnage
Et c'est un petit peu difficile de spoiler, de pas spoiler le truc, mais je vais essayer de le faire au minimum possible. Oui. Il y a je me rappelle plus de son nom parce que je l'ai vu en VF, ce qui est malheureux d'ailleurs, hein, je pense que si vous pouvez le voir en VO, allez-y, parce que les VF de Disney, c'est jamais, moi je trouve, très, très, très réussi, quoi. Mais il y a un personnage qui est en fait pourrait très facilement être un personnage de sidekick en fait assez agaçant, et qui en fait se révèle au fur et à mesure du film comme un vrai personnage touchant et quelque part presque le véritable héros de la famille en fait en question, quoi. Et c'est le chien. Non, je pose pas. Et je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose de très étonnant. Mais il y a toujours un chien chez Pixar. Mais c'est quelque chose de très étonnant parce que ils arrivent à détourner des clichés entre guillemets du genre, parce que l'animation n'est pas un genre en soi, les films d'animation ne sont pas un genre en soi, mais les films pour enfants comme ça, il y a des passages obligés. Voilà, c'est ça. Et ces clichés en fait du sidekick, du personnage adorable qui peut être un peu énervant pour nous. Et qui l'est un petit peu là en l'occurrence au début, tu te dis putain, on va se taper ce loser pendant tout le film. En fait, il révèle en fait cette espèce de part cachée en fait de cette espèce de cadavre dans le placard qu'il peut y avoir sans mauvais jeu de mots, dans un film, dans une famille, pardon. Et mine de rien, ils le réussissent, je trouve, admirablement bien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai aussi parcours sur un personnage qui à la base devrait être secondaire et qui t'est présenté comme tel, qui t'est présenté comme un ressort comique. Et qui finalement en fait porte toute sa misère en fait sur les épaules et tu te le rends attachant très très rapidement par ce simple truchement en fait de scénario, quoi. Donc c'est assez voilà, c'est un film qui pour moi fonctionne plus émotionnellement que de manière, on va dire entre guillemets, divertissante. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas Toy Story 2 par exemple ou ce genre de choses où ça va à toute berzingue et t'es complètement époustouflé par plus Toy Story 3 quand tu chiales, quoi. Ouais, malheureusement, il n'y a pas de scène parce que c'est le même réalisateur. Non, mais voilà, il y a pas comme la scène du four, de l'incinérateur. Mais le truc, c'est que voilà, il y a comment dire, il y a pas de scène en fait qui ressortent en fait comme ça. Mais il y a quand même une unité en fait visuelle et et émotionnelle qui pour moi emporte tout, qui fait vraiment la qualité primale du film, quoi. Donc voilà, c'est en gros les qualités de Coco, c'est ça, c'est-à-dire il y a je trouve en tout cas c'est ce qui vend en fait l'éventuelle réappropriation de cette culture en fait mexicaine, c'est de cette légende mexicaine en fait, c'est cette idée que les réalisateurs, les scénaristes ont parfaitement compris les subtilités en fait du fonctionnement tribal, de l'importance de la tradition, des obligations et qui finalement ils arrivent à très bien retomber sur leurs pieds et à détourner ces choses-là pour les rendre c'est psychologiquement valide et empathique. Donc voilà, c'est vraiment hautement recommandé, quoi. Est-ce que tu as plus pleuré que pour Inside Out ? Non, parce que encore une fois, c'est pas le même. Alors c'est intéressant parce que c'est pleuré que pour Inside Out. Bah oui, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas la même valeur émotionnelle. Et puis il faut savoir à quel moment tu pleures dans Inside Out. Moi, par exemple, quand il abandonne son ami imaginaire. Bah moi, tu vois, ce personnage-là est tellement bizarre que j'ai eu du mal à. C'est trop rationnel, Stéphane. Voilà, ouais, peut-être, mais c'est pas la même. Encore une fois, c'est pas la même. Ah, mais parce que t'es un enfant. C'est pour ça. Thomas Rozek, malgré cette barbe virile, tu vois. Voilà, donc Coco te parle aussi. Ah oui, parlera à ton cœur, quoi. Voilà. J'espère. Mon cœur pensera à toi à ce moment-là. Merci beaucoup, Stéphane. Coco, donc le dernier Pixar à voir au cinéma, évidemment. Merci Stéphane, notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite. Rosebud